Monsieur Ménargue, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Le premier tome des Secrets de la guerre du Liban va du coup d'État de Bachir Gemayel au massacre des camps palestiniens en septembre 1982. Ce premier tome a été publié en 2004. Pourquoi avoir attendu 8 ans pour sortir le second tome qui pourtant commence où le premier s'est arrêté? En fait, ils ont été écrits en même temps. Simplement, j'ai pris le temps de vérifier certains détails, essayer d'accéder à d'autres détails qui malheureusement m'ont échappé. Et ça prend du temps, comme je n'avais pas que cela à faire, j'avais d'autres activités professionnelles. Les temps, les mois, les années ont passé et le livre est enfin terminé. Et comment avez-vous eu accès à tous ces documents et surtout, y a-t-il selon vous encore des documents, que ce soit en Israël, en Syrie ou au Liban, qui sont encore tenus secrets et qui pourraient peut-être contredire ou même présenter de nouveaux faits? Présenter des nouveaux faits, contredire, je ne pense pas, mais présenter des nouveaux faits, sûrement. Preuve en est, un confrère américain a réussi à obtenir des documents déclassés de la CIA qui montrent un dialogue entre les États-Unis et Israël au moment de Sabra et Shatila, un dialogue fort intéressant sur les accusations portées par les Américains sur les Israéliens, sur la responsabilité de ces massacres. Il y a beaucoup de noms de protagonistes dans les deux livres qui sont des noms que l'on retrouve encore aujourd'hui, que ce soit du côté israélien comme du côté libanais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le paysage politique n'a pas vraiment évolué ces 30 dernières années? Écoutez, je ne vous le fais pas dire. Quand je suis arrivé au Liban en 1982, il y avait un monde politique qui a très peu changé. Encore aujourd'hui, on voit les mêmes personnes aux commandes de l'État ou aux commandes des différentes factions politiques. Ça tient au particularisme libanais qui est morcelé en intérêt communautaire d'abord et puis, utilisant le terme, en intérêt clanique également. Peu avant son assassinat en 2002, Elie Baya avait annoncé détenir des documents qui disculpaient les forces libanaises quant au massacre de Sabra et Shatila. Il devait d'ailleurs se rendre en Belgique pour témoigner contre Ariel Sharon dans le procès intenté contre lui pour crime contre l'humanité. D'abord, avez-vous eu accès à ces documents? Et si oui, quel était leur contenu? Je ne connais pas les documents qu'il avait. J'ai eu des documents en ma possession où on montre que dans Sabra et Shatila, il y a eu 3 équipes de tueurs. La première, c'était une unité du Sayet Markal, c'est-à-dire une force d'élite israélienne qui avait été chargée d'abattre 120 personnes. Ils avaient une liste de 120 personnes. Ensuite, deuxième groupe de tueurs étaient des personnes de l'ALS, venues du sud Liban, qui avaient pour mission d'aller dans les bureaux de l'OLP et récupérer un maximum de documents. Et enfin, pour terminer, les Israéliens ont, si vous me permettez l'expression, lâché les 3 groupes d'Eli Obeika de manière à signer, si je puis dire, ces massacres. Mais en fait, on retrouve la trace de chaque groupe parce qu'ils ont utilisé des armes de calibres différents. Et le médecin militaire de l'époque, le colonel Marcel Prince, a très bien déterminé le chemin de chacun de ces groupes et ce qu'ils avaient fait. Comment pouvez-vous expliquer le revirement de la politique israélienne quant à son alliance avec les forces libanaises? Je crois que ce n'est pas tant l'alliance avec les forces libanaises que l'alliance avec le pouvoir. Bachir Gemayel avait décidé de prendre le pouvoir avec l'aide des Israéliens. L'objectif des deux était d'établir une paix. Dès l'instant où Bachir Gemayel a été tué, a été assassiné, son frère réélu a essayé de composer avec les Israéliens, qu'il a reçus d'ailleurs à la Maison du Futur avant son élection, pour leur promettre de marcher, je reprends l'expression, marcher dans les traces de son frère. Et puis, il y a eu des discussions. Il y a eu une première discussion secrète. Ensuite, il y a eu l'accord du 17 mai. Mais le monde arabe et surtout la Syrie ont réagi assez durement. Et donc, Amin Gemayel a abandonné l'option israélienne pour se retourner vers le monde arabe. Et il a été en Syrie le 24 ou 25 février 1984. Et une dernière question très rapidement. Comment expliquer le rapprochement entre le Mossad et Walid Jumblat, alors que ce dernier se battait contre les forces libanaises, principal allié de l'État hébreu? Et moi, je ne parlerai pas de rapprochement.
Je dirais simplement que Walid Joublat est le patron et le chef d'une communauté druze qui est séminée au Liban, en Syrie et en Israël. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de rapprochement. Que les Israéliens aient essayé de l'utiliser, c'est une évidence. Qu'ils y soient parvenus, ça reste à démontrer. Et ça sera le mot de la fin. Alain Ménargue, merci d'avoir été l'invité de ce journal.